continue. Bon, donc on quitte Crozet pour aller faire un petit tour à Kerguelen. Hein, c'est à 2 jours de navigation à l'est. Alors Kerguelen, c'est quand même plus grand que Crozet. Hein, c'est à peu près aussi grand que la Corse. Et bon, c'est très inhospitalier aussi. Mais il y a la chance d'y avoir un golfe, qu'on appelle évidemment golfe du Morbihan, puisque ce sont des gens de Bretagne qui l'ont occupé en premier. Et donc ce golfe est relativement à l'abri. Et c'est là qu'a été établie la base de Kerguelen, qui s'appelle Port-aux-Français. On continue. Bon, quelquefois, les passes sont difficiles à prendre. Il faut attendre un peu. On continue. Et donc, voilà le Marion au mouillage dans son golfe. Bon, pas très bien. Bon, j'ai mis ces photos parce qu'en fait, les embarcations que vous voyez à droite, à gauche, c'est des souvenirs. Elles ont toutes disparu. Elles ont été remplacées. On continue. Voilà, bon, une autre vue classique, hein, avec des embarcations, comme je vous disais, aujourd'hui remplacées, puis les 2 hélicos de la mission qui quittaient les îles pour entrer en métropole avec le premier bateau et qui nous faisaient là un petit meeting aérien style patrouille de France avec les fumées, tout bon. Voilà, on continue. Voilà une vue de la base avec les laboratoires, des laboratoires de biologie, biochimie, etc. Le Marion au loin, la chapelle des Kerguelen. On continue. Alors ça, ce sont des souvenirs aussi. En haut, vous voyez un ancien bâtiment. C'est un des premiers bâtiments qui a été fait lors de l'occupation de l'île. C'était le bâtiment météo. Maintenant, il sert de bibliothèque. En bas à gauche, les Vézels, hein, les premiers véhicules à chenilles qui ont été utilisés pour l'exploration de Kerguelen. Hein. Kerguelen, c'est quoi? C'est des marais, c'est des vasières, c'est des choses comme ça. Donc, il faut des engins assez particuliers pour explorer ça. Bon, maintenant, il y a l'hélico pour faire ce genre d'opération. La suivante. Bon, donc là, la Vierge des Kerguelen, hein, qui se trouve juste devant la chapelle. Alors, à Crozet, on y rencontre surtout des manchots et des albatros. Par contre, à Kerguelen, tout près, il y a une grande plage, et là, c'est vraiment le royaume des éléphants de mer. Hein. Tous les ans, au mois de novembre, il y en a des centaines et des centaines qui viennent là pour s'accoupler, faire des parades nuptiales. Bon, quand on y passe, nous, un peu plus tard, quand il fait un peu meilleur, il y en a moins. Ben voilà un gros pépère avec son gros nez, là. Ils ont toujours l'air de sourire, mais enfin, bon, ils n'apprécient pas trop notre présence quand même. On continue. Ça, c'est une petite femelle qui n'est pas contente non plus. On continue. Bon, là, ce sont les mâles en période d'intimidation. Alors, on ne voit pas bien sur l'écran, mais si vous regardez sur le petit écran à droite, vous verrez, ils ont des espèces de balafres blanches, hein, sur leur cou. Bon, vous remarquerez, ils ont des dents, ils n'en ont pas beaucoup. Et visiblement, ils savent s'en servir. Et quelquefois, on rencontre des spécimens qui sont en bien mauvais état. Ils se battent vraiment férocement. On continue. Alors, ils se battent férocement et aussi, ils ont une fourrure d'été puis une fourrure d'hiver. Donc, quand le printemps arrive, hein, oui, ça se sent. Hein, l'amplitude thermique à Kerguelen, c'est de l'ordre de... Ça passe de -2, par exemple, en plein hiver, et ça peut monter quand même jusqu'à +5 en plein été. Hein, donc, ils changent de peau. Et pour ça, ils vont aller se baigner dans ce qu'on appelle des souilles, c'est des vasières. Hein, c'est le produit de dégradation du basalte, hein, dans les régions volcaniques, avec la pluie, etc. Ça fait une espèce de boue de vase liquide extrêmement molle. Donc ils vont se baigner là-dedans, ça les aide beaucoup à évoluer. Ça sent très mauvais. J'ai oublié de vous dire que la manchotière qu'on a visitée à Crozet, ça sent très, très, très mauvais aussi. Ça sent bien plus mauvais qu'un poulailler classique. On continue. Bon, d'autres oiseaux, hein, en bas c'est des cormorans, en haut c'est des manchots papous qu'on a déjà vus, on continue. Alors, quand on quitte Kerguelen, on va vers le nord-est pour rejoindre Saint-Paul, ça s'appelle Amsterdam maintenant. Saint-Paul, c'est un volcan. Un volcan, je ne sais pas s'il a explosé ou s'il a été érodé par une mauvaise mer ou des choses comme ça, mais enfin, il n'y en a plus que la moitié, comme vous pouvez voir. Il fait à peu près 2 km de diamètre. Le cratère a été envahi par un lagon. On peut y rentrer en vedette. Et c'est une île qui a pratiquement toujours été occupée presque toujours été occupée depuis le 19e siècle. Hein. Il y a eu des expéditions de chasseurs d'otaries pour la fourrure. Et puis, les dernières occupations qu'il y a eu, ça a été avant la guerre, toute une population de douarnenistes qui s'étaient installés là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les douarnenistes? Ils ont fabriqué une conserverie de langoustes. Donc, ils étaient assez nombreux d'ailleurs. Donc, il y avait toute une partie de la troupe qui allait faire la pêche pour faire la boîte. Il y a
la deuxième partie qui prenait la boîte pour aller mouiller des casiers à langoustes, qui sont excellentes d'ailleurs. Ces langoustes-là, c'est les langoustes, c'est la même espèce que vous trouvez dans les supermarchés qui s'appelle langouste de Madagascar, des petites langoustes comme ça. Et puis la troisième partie de la population qui s'occupait de prendre ces langoustes-là et de les mettre en conserve. Ça a duré quelques années. Bon, il y a eu un drame. Enfin, bon, il y a eu de la littérature là-dessus. C'est aux éditions Ouest France. Hein, ça s'appelle Les oubliés de l'île Saint-Paul. Vous imaginez? On continue. Voilà Saint-Paul, quand on le rase. Bon, je n'ai pas ramené moi de photos de l'intérieur du cratère parce que mon petit appareil photo est tombé en panne. Voilà. Bon, mais enfin, voilà. Donc, vous voyez le cratère, comment ça se présente. Vous voyez le gros rocher devant qu'on appelle la Roche-Quille. Je crois qu'il n'y en a plus que la moitié maintenant parce qu'il y a eu une grosse tempête. Hein. En bas à gauche, c'est une photo récente. Hein, on y a installé un marégraphe. On en parlera tout à l'heure du marégraphe. On continue. Voilà, ça c'est Amsterdam. Alors, c'est beaucoup plus grand, Amsterdam. Hein, c'est un gros volcan. Il fait à peu près 7 km de diamètre. Alors, c'est une île qui est un peu plus riante que les autres parce qu'elle est quand même dans des eaux un peu plus... Non, pas un peu plus, un peu moins froides. Et en fait, il y avait de la végétation. Et cette île a été occupée au 19e par un fermier qui venait de la Réunion. Donc, il s'est installé là. Il est resté quelques années. Il a vécu. J'ai lu quelque part qu'il était reparti à la Réunion fortune faite. J'ai lu ailleurs qu'il était reparti à la Réunion après bien des déconvenus, mais enfin bon, voilà. Par contre, il y a eu un problème, c'est que ce fermier est rentré sur la Réunion en laissant son troupeau de vaches. Il y avait un taureau dans le troupeau. Alors, je ne vous dis pas la suite. On s'est retrouvé sur une île qui fait 7 km de diamètre avec un troupeau de plus de 2000 bêtes. Ce qui fait que sur cette île qui avait une végétation endémique, hein, une plante rare qu'on ne trouvait que sur cette île, elle s'est trouvée rapidement presque complètement rasée. Alors les biologistes se sont émus, donc il y a eu des commissions, des réunions, des recommandations, des choses comme ça, et les situations ont évolué au fil des années. Alors on a commencé à fabriquer un enclos. Mais contrairement à ce qu'on fait chez nous, c'est-à-dire que quand on fait un enclos dans la campagne et qu'il y a des vaches, on met les vaches dans l'enclos. Là, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a laissé les vaches à l'extérieur de l'enclos, où elles ont continué leur petit bonhomme de chemin, et on s'est évertué à faire pousser les petites plantes dans l'enclos. Bon, ça a duré un certain temps, et puis les biologistes ont dit, quand même, c'est pas assez, quand même, il faudrait essayer de rendre cette île un peu comme elle était auparavant. Alors bon, il y a eu plein de trucs, donc on a commencé à chasser les vaches, à grands coups de fusil, je ne dis pas. Hein, ils chassaient le filet pour faire cuire. Bon. Donc ça n'a pas très bien marché. Ensuite, il y a eu une palissade est-ouest qui passait par le mont de Vénus, là, en haut de l'île. Bon, ça n'a pas très bien marché non plus. Les biologistes ont gagné beaucoup de terrain parce que... bon, je vous raconte la suite dans un moment. Donc voilà, on arrive à Amsterdam. Vous voyez un peu les falaises abruptes qu'il y a tout le tour. On continue. Alors vers le nord, il y a un seul point d'accès qui permet d'aborder l'île. Hein. C'est un peu plus plat. On y construit et reconstruit périodiquement une cale, la suivante. Donc voilà cette cale. Voilà une opération de débarquement on va dire par beau temps, hein, mais il y a toujours ces grandes houles du large hein, qui sont très gênantes. Donc voilà, il faut une grue, il faut des casques, etc. Et puis au poste d'admiration, 2 superbes éléphants de mer. Ils sont toujours là, ils font au moins 2-3 tonnes chacun, ceux-là. Hein. On continue. Voilà la base, avec son panneau indicateur classique. Hein. Vous avez Papeete, Pékin, Tokyo. Vous pouvez y trouver Saint-Brieuc aussi. Hein. S'il y a quelqu'un de Saint-Brieuc qui fait un hivernage, il se dépêche de mettre son petit écriteau. Vous continuez. Alors, si on trouvait des manchots et des albatros à Crozet, si on trouvait beaucoup d'éléphants de mer à Kerguelen, Amsterdam et aussi Saint-Paul, c'est le royaume des otaries, les otaries à fourrure, qui ont été beaucoup chassés d'ailleurs pour leur fourrure. Mais c'est des grosses bêtes, hein, je dis toujours, ça ressemble plus à un lion qu'à un chihuahua. Hein, c'est haut comme ça. Donc il y a un endroit tout près de la base qu'on appelle la chaussée aux otaries. Ce sont des gros blocs de basalte sur lesquels les otaries viennent se vautrer au soleil. Il y en a une sur chaque
sur chaque caillou. Je ne vous dis pas les conflits quand on descend dans les cailloux pour les photographier. On continue. Donc voilà, différentes vues des otaries, etc. Bon, ça, on passe. Ça, c'est les bébés. Il ne faut pas les prendre dans les bras, hein, parce que la maman n'est jamais bien loin et ça ne lui plaît pas. On continue. Donc, on revient à nos vaches, là. Hein. Donc, voilà les vaches dans leurs prairies bien grasses, en haut à gauche. Et en bas à droite, voilà l'aperçu du bois de Filica. Le Filica, c'est une des plantes endémiques très, très bien connue, très célèbre d'Amsterdam. Voilà, ça ressemblait. En fait, l'île devait ressembler à ça autrefois. Hein. Alors, voilà le Filica, hein, en planche d'herbier en haut à droite. On continue. Voilà ces vaches. Alors, je vous disais que les biologistes avaient failli gagner la partie parce qu'ils se sont aperçus que ce troupeau étant redevenu sauvage, mais après plusieurs centaines d'années, enfin presque 200 ans, eh bien, les caractères d'origine du bœuf sauvage, du taureau sauvage, réapparaissaient avec un arrière-train affiné et puis un avant-train beaucoup plus massif, un peu comme on trouve chez les bisons. Donc ils ont failli gagner la partie, mais comme je vous disais au début de l'exposé, le problème a été réglé parce que tout cela, maintenant, c'est devenu un parc national et on a décidé de rendre à ces îles le caractère qu'elles avaient au départ. Donc, il n'y a plus de vaches sur l'île. On trouve beaucoup de lapins aussi sur Kerguelen, hein, qui bouffent et tout. On essaye d'éradiquer les lapins. Enfin bon, on continue. Voilà, Chou des Kerguelen, il a disparu des Kerguelen, sauf sur quelques îlots. Moi, je l'ai photographié à Crozet. On continue. On continue.